Bonsoir à tous et bienvenue dans ce rendez-vous d'information sur la télévision TAL. Ashura est l'une des journées les plus méritoires du calendrier musulman. Cette journée est marquée par le jeûne, la gratitude envers Allah et le rappel de nombreux événements importants marquant l'histoire religieuse, les mérites et les bienfaits exceptionnels de cette journée avec Barirat Hamma et Ibrahima Abdullahi. Pratiqué chaque année par des milliers de musulmans, le jeûne d'Ashura est considéré comme un acte religieux important pour les fidèles musulmans. En effet, observer le 10e jour du mois de Muharram, ce jeûne est une occasion de purification spirituelle, d'expiation des péchés et une occasion de se rapprocher d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'était rendu à Médine, il a constaté que les Juifs jeûnaient le 10e jour de ce mois, Muharram. Il s'est inquiété pour savoir pourquoi vous jeûnez. Il lui a été rapporté que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire de Moussa sur Pharaon. Et le prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes mieux positionnés que vous pour célébrer cet événement. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, non seulement a jeûné le dixième des mois Muharram qui se sont succédés, mais il a également dit, vers la fin de sa vie, il a dit, Inch'Allah, si Allah me le permet, je jeûnerai le 9e jour l'année prochaine. Mais Allah n'a pas voulu que les choses en soient ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut. Donc, pour les croyants, c'est déjà une preuve que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait, il allait jeûner le 9e jour. C'est pourquoi il est recommandé de jeûner le 9e jour, qu'on appelle Tasu'a, et le 10e jour, qu'on appelle Ashura. Le constat qu'on fait cette année, c'est que Ashura est tombé sur le vendredi. Et nous sommes jeudi, donc nous sommes au 8e jour. Et demain sera un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de jeûner. Alors, ce que les gens ignorent ou font la confusion, c'est que certes, le prophète a interdit de jeûner les vendredis, c'est-à-dire vous décidez de dire, ah, comme c'est vendredi, aujourd'hui je vais jeûner. Et là même, ce n'est pas interdit. Si vous voulez jeûner ce vendredi, il faut adjoindre, soit vous commencez le jeudi, vous vous accouplez avec vendredi, ou quand vous jeûnez le vendredi, vous continuez avec le samedi. Mais il ne faut pas jeûner vendredi seul. Ainsi, le jeûne d'Ashura revêt un grand mérite pour les musulmans. Le mérite, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça efface les effets du péché de l'année dernière. Ce qu'il faut rappeler là également, une confusion est permise. Et quand le prophète dit qu'il efface les péchés de l'année dernière ou les péchés à venir, ce qu'il faut comprendre, c'est les péchés véniels, pas les grands péchés. Parce que si la personne se permet de dire, ah, il a volé, il a détourné, il a forniqué, il a fait tous ces grands péchés, et il s'imagine qu'en jeûnant ce jour-là, tout est effacé là. Les grands péchés ne sauraient être effacés qu'après d'abord faire le constat, ensuite arrêter, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous avez des différends ou des contentieux avec quelqu'un, il faut les régler. Donc, jeûnons ces jours, nous pourrions de ce fait nous conformer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses recommandations. Enfin, il est important de savoir que le jeûne d'Ashura est une sunna recommandée par le prophète, paix et salut sur lui, et non une obligation. L'enfance devrait être synonyme d'éducation, de protection et d'épanouissement. Pourtant, pour de nombreux enfants, elle se résume encore à de longues journées passées dans les rues à mentir, un phénomène aux causes multiples dont les conséquences pèsent lourdement sur l'avenir des enfants et le développement de la société. Rachida Koulibaly et Mbarak Murtala. La mendicité infantile est une pratique qui consiste à faire mendier un enfant dans les rues, les marchés, les carrefours ou les lieux publics afin d'obtenir de l'argent,
de la nourriture ou d'autres biens. Elle peut être imposée par des parents, des tuteurs, des réseaux d'exploitation ou intervenir dans le cadre de certaines formes d'enseignement religieux détournées de leur vocation. Il y a d'abord le lien biologique. Il y a des parents, ce sont leurs propres enfants qu'ils utilisent. Le deuxième type de relation, c'est le lien de parenté. C'est le neveu, c'est la nièce qu'on prend. Mais le plus choquant, c'est le lien contractuel. C'est un mendiant qui prend attache avec un parent d'enfant et qui s'entendent pour mettre l'enfant sous forme de contrat. Ça peut être mensuel. Il y a d'autres formes également, c'est-à-dire que la recette journalière est partagée. 50% va au mendiant, 50% va aux parents de l'enfant. Les causes, vous avez en tout cas la pauvreté, vous avez également la cupidité de certains parents, mais vous avez aussi la montée aujourd'hui d'une forme de criminalité transfrontalière, entre guillemets la traite des êtres humains. Pour certaines personnes, c'est le gain facile. Il y a aujourd'hui aussi une cause qu'il ne faut pas occulter, c'est les changements climatiques. Beaucoup de communautés quittent leur habitat traditionnel, abandonnent également leurs moyens de production parce que l'environnement a tout détruit et ils se retrouvent sans soutien. Il y a aussi des enfants qui sont confiés par leurs parents à des maîtres coraniques pour leur initiation. Au-delà de la précarité, la mendicité infantile a de lourdes conséquences selon toujours le coordonnateur de l'ONG EHPAD. C'est des enfants, on leur dénie le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au bien-être, le droit au loisir. Eh bien, ces enfants-là constituent parfois un danger pour la société quand ils vont grandir, parce qu'ils n'ont rien appris. Et il y en a, par exemple, qui se donnent à la drogue, à l'alcool, et ils deviennent parfois vraiment des vrais gangsters. Et finalement, c'est eux qui se retrouvent enrôlés par les groupes extrémistes. Face à ce phénomène, plusieurs pistes de solutions existent. Les communautés doivent s'organiser au niveau local pour que, pour l'initiation coranique, on puisse fixer les écoles coraniques. L'autre alternative, c'est la lutte contre la pauvreté. L'État et les partenaires doivent faire en sorte que les écoles coraniques également puissent être intégrées dans le système de l'éducation nationale, lui définir des curricula et aussi prendre en charge certains maîtres coraniques, mais il faut vraiment réglementer la profession. L'autre chose, il faut aussi que dans l'éducation coranique, on puisse intégrer également la formation professionnelle. La mendicité infantile n'est pas une fatalité. Chaque enfant a droit à une enfance protégée, à l'éducation et à un avenir meilleur. Le combattre exige une mobilisation collective des pouvoirs publics, des familles, des communautés et de l'ensemble des citoyens afin de garantir aux enfants un environnement propice à leur épanouissement. Présentés comme des alliés du bien-être et de la santé, les compléments alimentaires séduisent un nombre croissant de consommateurs, mais derrière leurs promesses se cachent parfois des risques méconnus pour l'organisme. Entre automédication, surdosage et effets secondaires, quelles peuvent être les conséquences de leur consommation? Élément de réponse dans ce reportage de Rabia Mamansiraji et Mamansane Hassan. Reconnus pour leur efficacité et largement présents sur les marchés de la capitale de Niamey et d'ailleurs, les compléments alimentaires occupent une place importante dans notre quotidien. Un phénomène en constante expansion qui prend de plus en plus de l'ampleur dans nos habitudes alimentaires. Cependant, la consommation abusive de ces produits peut avoir de lourdes conséquences sur la santé humaine lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Alors, les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, ce sont des micronutriments qui viennent pour compléter notre alimentation. Donc, c'est des extraits, souvent de plantes, souvent de minéraux, donc, qui viennent pour compenser des carences. Donc, on peut dire que c'est notre alimentation, mais qui est fabriquée de façon très miniature, de façon à ce que ça puisse combler les trous ou les carences qu'il y a ou ce qui manque dans notre alimentation quotidienne ou ordinaire. Chez certaines personnes, ça peut
être une bonne chose, mais le fait de le prendre de façon quotidienne et de façon continue, ce n'est pas du tout conseillé, surtout lorsque c'est de son propre chef qu'on le fait, parce que ça peut s'apparenter à une automédication. L'idéal serait, en tout cas, lorsqu'on décide de se mettre, en tout cas, sous consommation de compléments alimentaires quotidiens et continus, de prendre toujours l'avis d'un professionnel de la santé. En temps normal, il n'y a pas de conséquences directes de la consommation des compléments alimentaires sur la santé. Néanmoins, comme on le dit, l'excès de tout est nuisible. Quand on abuse, effectivement, ça peut se traduire dans l'organisme comme des intoxications. Il y a aussi une certaine catégorie qui peuvent en tout cas être associées à des facteurs de risque de survenue de maladies, tels que par exemple la vitamine E. Il y a eu des études qui ont prouvé un lien significatif entre l'excès de vitamine E et de la vitamine D. Le spécialiste profite de cette occasion pour formuler des recommandations utiles aux consommateurs. La meilleure solution, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, une alimentation variée et une alimentation régulière. Lorsqu'on arrive à faire en sorte que notre alimentation réponde à ces trois éléments, on n'en aura plus besoin de compléments alimentaires. Mais lorsqu'on est sûr de n'avoir pas, en tout cas, une alimentation équilibrée, en fonction du besoin, effectivement, on peut faire recours aux compléments alimentaires. Toujours est-il, lorsque c'est de trop dans l'organisme va faire de son mieux, qui est d'éliminer le trop plein, mais il y aura des résidus qui peuvent amener une hausse de la quantité au-delà des quantités normales dont le corps a besoin. Pour rappel, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires constituant une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel. Toutefois, ils doivent être consommés avec modération afin d'éviter tout risque de désagrément ou de complications pouvant avoir des répercussions importantes sur la santé. Avec l'installation de la saison des pluies, l'utilisation de l'encens gagne du terrain dans de nombreux foyers. Entre parfums d'ambiance, lutte contre les mauvaises odeurs et habitudes traditionnelles, cette pratique continue de séduire de nombreux ménages. Regardez. Mélange de résidus d'arbres, d'essence de parfum et plusieurs autres ingrédients, l'encens est utilisé pour plusieurs raisons. Pour sa senteur, réchauffer la chambre, chasser les insectes et pour ses vertus protectrices. Il existe plusieurs variétés d'encens sur le marché et pour toutes les bourses. L'encens, il y a pour le corps. Pour la chambre, on peut citer comme Umurak, Madara et concentré. C'est plusieurs variétés. Nous vendons les concentrés, le litre à partir de 100 000 francs CFA, 200 000 francs, voire plus. Il y a pour toutes les bourses. Pour l'encens de chambre, Al-Oud, dollar, Tafarché, les prix varient de 500 000 à 40 000 francs CFA. Les clients achètent souvent l'encens en cette période ou pendant la saison froide. La demande est plus forte en ces temps. On a plusieurs variétés d'encens pour le corps, draps, rideaux, etc. Les femmes achètent beaucoup de l'encens en cette période ou la saison froide, car après la pluie, certains endroits dégagent une mauvaise odeur. La majorité de nos clients, ce sont les femmes. Les hommes sont très rares par ici. Certains encens ont beaucoup de vertus, notamment celle de chasser les mauvais esprits ou les lézards. Ici au Niger, les femmes ont vraiment compris l'importance de l'utilisation de l'encens. Elles achètent, peu importe le prix. La forte utilisation de l'encens par les Nigériens pousse certaines femmes à en faire une activité génératrice de revenus et d'autres à préparer pour leur propre utilisation. Mes préférés, c'est les parfums de corps, parce qu'une femme doit se sentir toujours bon. Et après, je fais les encens pour la chambre et les habits aussi. Donc ça, c'est le quotidien. Pour moi-même, je fais
et je fais pour vendre. Et surtout quand la pluie vient là, les chambres ne sont pas habitables sans l'encens. Il faut au moins de l'encens pour sentir un peu la paisibilité de la chambre. L'encens est une source de revenus. En effet, plusieurs personnes en font une activité lucrative. Elles en prennent chez les grossistes, le préparent chacune selon sa senteur et le mettent sur le marché au grand plaisir des vendeurs et des utilisateurs. Moyen de transport pratique et accessible, le vélo est également une source de revenus pour de nombreux commerçants. Dans un contexte marqué par la recherche d'activités économiques rentables, sa commercialisation attire de plus en plus d'acteurs. Entre opportunités et défis, notre équipe est allée à la rencontre de ces vendeurs qui ont fait du vélo leur gagne-pain. Reportage Ridouane Bolmaï et Daouda Abdou. Dans la capitale Niamey, la commercialisation des vélos connaît un regain d'intérêt. Moins cher que les motocyclettes et les véhicules, les vélos sont jugés accessibles, pratiques et bien adaptés aux déplacements quotidiens. Neufs ou d'occasion, les vélos sont importés pour la plupart et revendus à des prix variables selon la qualité et la taille. Je vends des vélos électriques pour les enfants et des vélos pour les adultes aussi. Et des trucs, des marches bébés pour les enfants. On importe ça de la Chine. Oui. Le prix varie, des vélos de 8 ans, 6 ans et des vélos de 10 ans, de 30 000 à 25 000 et 50 000 aussi pour les adultes. 60 000, il y a des vélos de 60 000 aussi. Le marché, c'est un peu, ça va un peu. Les clients ils viennent comme ça le marché, mais en tout cas, on est satisfait. Et certains vélos proviennent de la Chine, certains de l'Inde, et les vélos occasion qui sont des touristes. Certains aussi proviennent du Nigeria, certains du Cotonou. Les prix varient de la taille. Oui. Par exemple, ce vélo, c'est un vélo occasion pour. La taille, c'est numéro 20, ça a 55 000. Il y a aussi d'autres, ça dépend de la taille sinon, les 9 tout. Nos clients, certains sont des parents qui veulent acheter pour les enfants qui vont à l'école. Il y a aussi d'autres qui viennent du village, qui viennent acheter ici pour ramener ça au village, pour aller utiliser là-bas. Il y a certains qui viennent, par exemple des Maliens, qui achètent et puis ils envoient ça au Mali. Il y a plusieurs types de clients qu'on a ici. La commercialisation des vélos demeure une activité dynamique et répond à un besoin réel des populations. Je suis venu payer le vélo là à 30 000 francs pour mon enfant qui a 3 ans. Donc c'est ça. Je trouve le prix là, c'est abordable. C'est un bon prix, donc c'est bon. Comme je n'ai pas les moyens d'acheter une moto, je suis venu acheter un vélo. Comme les vélos sont abordables quand même. Entre outils de déplacement, moyens d'apprentissage pour les enfants et solutions économiques pour les adultes, la bicyclette reste une alternative accessible malgré les défis liés aux infrastructures et à la sécurité routière. L'actualité internationale de ce jour nous amène en Éthiopie, au Kenya, mais tout d'abord en Guinée où il y a eu l'interdiction de l'exportation de l'or. Le monde en bref et en images, c'est dans une sélection commentée par Zainabou Boubacar. La Guinée franchit une nouvelle étape dans la valorisation de ses ressources minières. Le gouvernement interdit désormais l'exportation d'or brut afin de développer le raffinage sur son territoire et de capter davantage de revenus issus de cette filière stratégique. Cette décision, annoncée par le président Mamadou Doumbouya, vise à créer des emplois, renforcer l'industrie locale et mettre fin à l'exportation des matières premières non transformées. La Guinée rejoint ainsi plusieurs pays africains qui misent sur la transformation locale de leurs ressources pour accroître leur valeur ajoutée. La Haute Cour du Kenya a déclaré hier le ministre de la Santé du pays coupable d'outrage au tribunal pour avoir poursuivi la construction d'un centre de traitement d'Ebola destiné à accueillir des patients américains. Malgré une décision judiciaire antérieure ordonnant l'arrêt du projet, les Kenyans se sont fermement opposés à ce projet et des manifestations meurtrières ont eu lieu depuis l'annonce. Ce centre a été construit sur la base aérienne de Laikipia à environ 200 km de la capitale Nairobi.
Le Kandoura, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, accueille plus de 14 000 Soudanais qui ont fui la guerre qui sévit dans leur pays depuis 2023. Ces réfugiés vivent en symbiose avec les populations locales avec l'accès aux mêmes services. Ils bénéficient ainsi de la politique d'intégration mise en place par les autorités éthiopiennes. Cette inclusion est désormais soutenue par Makate, une feuille de route visant aux réfugiés à s'affranchir de la dépendance exclusive à l'aide humanitaire, une option saluée par le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. La deuxième journée du groupe IEJ a livré plusieurs enseignements majeurs. L'Argentine a confirmé son statut de favori en dominant l'Autriche 2-0. Quant au Sénégal, il a livré une belle bataille, mais s'est incliné 3-2 face à la Norvège. En revanche, l'Algérie a relancé son mondial. Menée par la Jordanie, les Fennecs ont renversé la situation en seconde période pour s'imposer 2-1, grâce notamment à Amin Gaouri. Cette victoire les maintient en course pour la qualification. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision TAL. Excellente soirée à tous. Au revoir.